Attention, vous écoutez un programme audioactif. Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 49 de C'est qui en pôle. On va parler évidemment des courses qui sont courues à Termas de Rio Hondo en Argentine. Ce soir avec moi, Pierre, comment ça va ? Ça va Cyril, salut tout le monde. Donc on va parler pour commencer des goodies, puisque comme à chaque Grand Prix, on a fait le petit jeu en partenariat avec la Baïkanerie. Et c'est donc la Bandidas qui a gagné. Et coup de bol, c'était son anniversaire le jour du Grand Prix aussi. Donc c'était plutôt sympa. Donc elle va recevoir très vite donc les goodies de la Baïkanerie, Au Coin du Pneu, Thium, Off-Bike, et aussi ceux de la maison. Donc ça fait une enveloppe qui va partir très très vite. Donc on va parler tout de suite des petites news qui ont un petit peu, fait jaser un peu le paddock avant le Grand Prix. Ouais. Je te laisse la main. Ouais, on avait 3 semaines de délai, donc fallait bien parler de quelque chose entre les deux courses. Exactement. Donc on a d'abord la moto I. On a la confirmation d'un nouveau calendrier. Il y aura des essais qui auront lieu en mois de juin. On ne sait pas encore où exactement. La première course aura ensuite lieu au Sachsenring. Donc c'était normalement la troisième course du calendrier. Donc ensuite, toutes les épreuves vont se dérouler normalement. Et c'est juste qu'à la fin de la saison, il y aura 2 nouvelles dates sur la dernière course à Valence. En clôture du championnat. Donc ces 2 nouvelles dates seront sur le même week-end. Hein. Et du coup, on sera sur notre total de 6 courses, si je me trompe pas. 7 courses, pardon. Ouais, ça va rattraper en fait Rérez et Le Mans. C'est ça. En Moto 3, donc on a Albert Arenas qui ne participera pas donc au Grand Prix d'Argentine puisqu'il s'est blessé en chutant en vélo, dis donc. Alors on va parler évidemment de la grosse discussion qu'a émaillé l'entre-deux Grands Prix et aussi les premiers jours du Grand Prix d'Argentine. On va parler évidemment de l'appendice donc sur le bras oscillant Ducati. Alors je te laisse parler un petit peu de la décision de la FIM. Oui, donc on se souvient qu'il y avait eu un appel fait auprès de la commission de la FIM par rapport à cet appendice Ducati qui, selon les constructeurs Honda, Aprilia, si j'oublie pas, KTM et Suzuki, générait un appui aérodynamique et donc serait contraire au règlement. Donc la FIM a tranché et a donné raison au commissaire de piste technique donc que cet appui était tout à fait conforme aux règles et que non seulement les résultats de Dovizioso et Miller au Qatar étaient confirmés et de Petrucci, et également que Ducati serait à même de l'utiliser sur les autres courses pour le reste de la saison. Après, en fait, on a un peu plus compris les motivations des constructeurs, selon moi, qui semblaient juste être un peu en mode... tu sais, le mode rage quit sur les jeux vidéo, là, où t'es frustré, donc voilà. En fait, on comprend mieux ce qu'ils veulent dire. C'est vrai que le règlement, alors c'est pas forcément qu'il est pas clair, hein, le règlement, mais c'est toujours une question de terminologie et de sens qu'on donne à certains mots ou de choses qui ne sont pas très très bien expliquées ou qui sont laissées à l'interprétation. Donc, en fait, Ducati, si j'ai bien... J'essaie de bien expliquer. Ducati a bien reconnu qu'il y avait un appui aérodynamique qui était produit par la pièce, mais que le but premier de la pièce, c'était d'abord de refroidir le pneu. Visiblement, ils ont pu fournir des datas dans ce sens-là. Et vu que le but premier, c'était de refroidir le pneu, c'est autorisé par le règlement. Si le but premier de la pièce était de générer un appui aérodynamique, ça aurait été refusé. Donc voilà, maintenant, c'est vrai que même la pièce aujourd'hui fournit aussi un appui aérodynamique. Bon, après, c'est toujours les chiffres. A priori, ce serait négligeable. Moi, j'y connais pas assez pour dire si c'est négligeable ou pas sur ce genre de machine. L'effet de sol, on sait que ça joue beaucoup en Formule 1, donc j'imagine que même un petit appui en MotoGP, ça peut être utile. Je sais pas ce que t'en penses. Après, moi j'en connais pas plus, si ce n'est que j'ai un copain qui bosse un petit peu dans l'aéro, donc il m'en a dit un petit peu plus. Et surtout ce qu'a dit Gigi Dall'Igna en Argentine,
il a donné un petit peu des chiffres. Enfin, il a donné un chiffre, surtout à 180 km/h, 300 grammes, ce qui paraît effectivement négligeable ou peu. Mais bon, ce qu'il faut voir aussi avec l'aéro et les effets de sol, les appuis aéro, etc., c'est qu'il faut aussi les évaluer à 180. Je pense pas que les motos soient souvent à 180. Elles sont plus souvent aux environs de 230, 250 sur les lignes droites. Après, il y a forcément beaucoup d'appui en phase de freinage. Ça peut aussi aider en accélération. Donc, donner une donnée chiffrée comme ça à 180, bon, ça permet à tout le monde de se dire ouais, 300 grammes, c'est peut-être pas tant que ça. Mais bon, a priori, l'impact à haute vitesse et l'impact en freinage est quand même nettement plus important. Donc... Après, moi, il y a surtout un point qui m'a paru important, c'est la petite nuance qu'a apporté David Emmett dans un tweet où il a dit effectivement que le mot qui pouvait ouvrir une porte, ça serait le mot purpose, qui veut dire objet. Donc si tu viens et que l'objet de ta pièce c'est le refroidissement du pneu, forcément elle a plus de chances d'être acceptée que si tu viens et que tu dis voilà, c'est un appui aéro. Alors ça reste son avis, moi ça m'a plus convaincu que d'autres choses qu'on a entendues sur les jours précédents. Oui. Moi ça me semble possible, même si ça serait vraiment joué sur les mots, mais on sait aussi que voilà, les règlements c'est comme ça, hein. Quand tu viens et tu dois forcément remplir un dossier technique, forcément tu dois mettre quelque chose dans la colonne purpose, et si tu mets aéro dans le purpose c'est refusé, et si tu mets pas aéro c'est peut-être accepté ou au moins étudié. Après, il y a eu d'autres événements dans le week-end qui ont de toute façon pas pu être confirmés, puisqu'il n'y a pas de communication officielle des directions techniques pour dire voilà, tel constructeur nous a proposé une pièce, tel constructeur nous a proposé. Donc on sait qu'il y a eu des propositions, surtout une de la part de Honda, puisque c'est Lucio Cecchinello qui en a parlé durant une FP, je crois, oui. sur Sky, où il a dit effectivement que Honda était en train de travailler et que certainement Crutchlow pourrait le tester à Austin. C'est la seule chose sur laquelle on puisse s'appuyer. Il y a eu d'autres choses de dites, mais bon, moi je trouve que c'est pas nécessaire d'en dire plus. Après, ce qu'il faut, c'est que s'il y a des pièces refusées et d'autres qui sont acceptées, ça serait quand même bien pour le grand public qu'on ait un petit peu des explications. Parce que là, tout ce qu'on voit, c'est des mecs qui se chamaillent, qui se battent pour un truc sur un bras oscillant, sans savoir ce qui est conforme et ce qui ne l'est pas. Je trouve que ça fausse un petit peu le jeu et ça a plus tendance à foutre le bordel qu'autre chose. Ça, c'est mon point de vue. Ouais, après, t'as raison sur le fait que la direction de course ne communique pas sur ce qui est proposé ou pas, mais en même temps, c'est normal, parce que sinon, les concurrents savent aussi parce qu'une marque a demandé à la direction de course, donc c'est normal que ce soit secret. Oui, c'est normal qu'il y ait une confidentialité, ouais. Voilà. Après, ce que j'ai bien aimé, alors certains s'en sont saisis pour dire que la direction de course est incompétente, mais ce que j'ai bien aimé, c'est que Danny Aldridge a dit clairement, moi, quand Ducati est venu me voir avec cette proposition, j'ai examiné ce que je savais faire, et j'ai vérifié ce que je pouvais vérifier. Et clairement, il a pas une salle où il peut faire tester l'aérodynamisme des motos sur tous les grands circuits et tout. Et après, il part sur la bonne foi de Ducati et des constructeurs en général. Tout le monde a dit oui, mais Ducati, on n'est pas obligé de les croire sur parole, mais il fait ça pour toutes les marques, hein. Donc, bien sûr. Il part du principe que voilà, les gens ils sont là pour travailler, pas forcément pour tricher. Donc ça, c'était une première chose. Et ce que je voulais dire aussi, c'était par rapport les autres marques vont se mettre à travailler sur le sujet, je pense. Et pour ceux qui crient que c'est la course à l'échalote, que les motos ressemblent déjà plus à rien avec les winglets, alors on va rajouter ça et ça va être quoi l'année prochaine. C'est vrai que alors j'ai regardé un peu ce qui se dit. L'aéro, ça coûte cher de gagner des secondes par un meilleur aérodynamisme. Ça coûte très cher en développement. Faudra peut-être poser des limites à un moment donné, parce qu'effectivement, ça risque d'avantager les grosses marques, alors que un des avantages du MotoGP, et on l'a encore vu en Argentine, c'est que y a 6 marques aujourd'hui, et que 6 marques se tiennent dans des temps tout à fait raisonnables. On n'a pas des écarts hallucinants. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, et avec des teams satellites aussi qui suivent. Ouais. Et qu'il faudra essayer de garder cet esprit-là, sans que des teams comme Honda et Ducati, ou Yamaha, qui sont les plus riches, puissent, en pointe, ouais. Voilà.
Et c'est notamment pour ça qu'on a eu de l'électronique unique, des manufacturiers de pneumatiques uniques, etc. Donc ça, c'est une chose qu'il faudra surveiller, mais rien n'empêche la direction, la FIM ou le comité des, je sais plus c'est quoi, comment il s'appelle, l'abréviation. MSMA, le comité des constructeurs, de décider un changement de règlement pour l'année prochaine ou une clarification. Hein. Donc on en est là cette année. Moi, je trouve pas que ça donne des avantages significatifs sur la piste. Ça en donne sans doute un, sinon ils mettraient pas une pièce. Hein. Et après, je trouve ça malin parce qu'il y a aussi alors j'ai plus le nom en tête, mais tu sais le fait de, un peu comme les magiciens, t'attires l'attention des personnes sur un point précis. Ouais, bah oui. Toute l'attention se fixe dessus et en fait le magicien il te fait les poches. Voilà, te fait les poches, te vole ta montre et te met une colombe dans ton chapeau, j'en sais rien. Ouais, c'est ça. Et t'as rien vu venir. Donc il y a ça aussi, parce que moi je trouve qu'un dispositif, on l'a encore vu selon moi en Argentine, qui est efficace, c'est le dispositif de démarrage des Ducati. Ouais, le all shot, ouais. Le all shot device, oh là là, je trouve que c'est une tuerie. Ça a pas l'air hyper compliqué entre guillemets, hein. Vu que c'est non, il a bien expliqué à ses copains de Miller en plus. Hein. Donc pour moi c'est un truc que les autres marques devraient regarder de ce côté-là parce que surtout pour Vignales où ce genre de choses pourrait être utile. Pourquoi tu penses à Vignales tout de suite? Parce qu'il a fait 2 courses et 2 départs ratés. Enfin bon. Ouais, on va parler d'autres départs ratés. Ouais. Je vois pas de qui tu parles. Non, bah après, pour revenir un petit peu à ce que tu veux dire sur la maîtrise des budgets, après, voilà, l'électronique unique et la centrale inertielle unique, ça permet juste d'avoir un accès, on va dire, à la catégorie moins cher, puisque tu arrives, t'as pas une électronique à développer, elle est déjà sur étagère, il y a des gens qui peuvent t'expliquer comment elle marche. Donc ça peut aider certains qui voudraient y venir. Mais le budget, tu vois, on en parlait un petit peu, je crois, en fin de semaine dernière. Le budget de Ducati, il est ce qu'il est, et tu leur enlèves un Lorenzo qui payait les yeux de la tête, ils vont pas dire, bah voilà, on va garder son salaire. Non, ils font de la recherche, du développement, ils payent moins cher, à mon avis, leurs pilotes cette année que l'année dernière, donc bah, ils ont plus d'argent. C'est pas ça qui va, comment dire, c'est pas le règlement qui doit museler les budgets, ou alors il y a un caractère spécial sur les budgets, quoi. C'est-à-dire tu dis on limite les budgets à temps et tu définis ce qu'il y a dans le budget, quoi. Ouais, mais après c'est le problème, c'est comment tu contrôles les budgets. J'ai vu qu'en Formule 1 ils ont des budgets capés, mais en fait ils se retrouvent avec des dépenses je mets des guillemets marketing énormes. En fait les marques vont passer des développements dans le budget marketing. Un dernier petit point encore qui concerne Ducati, dis donc. Oui, non, pas que, il y en a 2 petits points, mais donc on va commencer par le deuxième. J'ai vu que sur son Facebook que Christophe Ponson s'engageait en French Superbike cette année sur une Yamaha. J'ai pas trouvé l'information s'il continuait son engagement en Superbike espagnol, donc voilà. On va suivre ça avec intérêt. Et surtout, donc, on avait la reprise du Superbike CIV italien ce week-end. Donc, on doit signaler une double victoire pour Michele Pirro sur sa Ducati Panigale V4R. Donc, voilà, on a l'impression que c'est une moto, dès qu'elle a un pilote de classe mondiale, qu'on a vu avec Bautista en Superbike mondial, ça a l'air d'être assez efficace. Maintenant, on sait que Pirro il gagnait quand même sur la Ducati 1199 de juste avant, donc c'est pas un manche. Et aussi, il faut noter que Lorenzo Savadori, donc qui est sans Superbike fixe, a rebondi lui en CIV également pour Aprilia. Et il a fait d'ailleurs des belles courses. Donc voilà, c'est à noter, pareil, un pilote intéressant. Donc à suivre. On va passer donc à ce qui s'est passé en Argentine ce week-end. Donc en Moto 3, en Q1, on a Mignot, Pérez, Canet et Kornfeil qui passent en Q2. Et c'est Massia qui va faire la pole devant Canet et Arbolino. Dalla Porta 4, Antonelli 5, Mignot 6, Fenati 7, Toba 8 et Sasaki 9. Et Rodrigo partira 13e. Moto 2, on a une grosse chute d'Augusto Fernandez le samedi en FP3. Donc week-end terminé parce qu'il va perdre son radius et son cubitus. Quand je dis qu'il va les perdre, hein, il les a toujours sur lui, mais il va les casser. En Q1, on a Corsi, Bastianini et Ben Schneider, Locatelli qui passe en Q2. En Q2, on a Vierret qui fait la pole et de loin, il a dominé tout le week-end.
Devant Schroeter et Loves. Marquez 4, Lutti 5, Binder 6, Rémi Gardner 7, Lorenzo Baldassare 8 et Nicolo Boulega partira 9e. MotoGP, donc en Q1, on a Nakagami et Paul Espargaro qui passent en Q2, en laissant notamment Lorenzo et Iannone largement derrière eux. Zarco également. En Q2, on a Marquez qui va faire la pole devant Viñales et Andrea Dovizioso. Valentino Rossi va faire le 4e temps, Miller 5, Morbidelli 6, Fabio Quartararo 7, Cal Crutchlow 8 et Nakagami 9. On passe aux courses du coup, en Moto 3 ? Course Moto 3, donc on a Sergio Garcia qui a été déclaré inapte après une commotion cérébrale suite à une chute au warm-up. Donc la course part, Macias demi-rate au départ avec un wheelie, donc je dis demi-rate parce que ça aurait pu très très mal finir, il aurait pu caler, hein. Mais il s'en sort et puis au final, bon, il se retrouve quand même dans le peloton de tête au premier virage. Donc la tête de course va se jouer principalement entre Darren Binder, Juku, Jaume Masia, Aaron Canet, Arbolino et Rodrigo. Donc avec des dépassements bien chauds de Binder et des acclamations du public quand c'est Rodrigo qui va mener la course. Course par ailleurs typique du Moto 3. Hein. Fenati, lui, ne va pas être présent. Hein, il a rien fait de spécifique, donc il est aux abonnés absents, plutôt dans le deuxième tiers de la course. Du paquet, ouais. Du paquet, ouais. Donc j'ai noté les chutes. Donc on a eu plusieurs chutes décorrélées. Philippe Salak, Kanongchu, Jacob Kornfield, McPhee qui va embarquer lui Lopez et Perez. Et c'est bien loupé McPhee, ouais. Ouais. Et puis il a fallu embarquer Toba, mais il l'a raté. Masia, donc pour la fin de course, Masia va reprendre la tête à Rodrigo dans le dernier tour. Celui-ci va tout tenter pour la reprendre. Il va faire une petite erreur en se plaçant un peu trop à l'extérieur du virage et du coup se fait prendre à l'intérieur alors qu'il va vouloir se replacer au point de corde. Il va toucher la roue de Darren Binder qui s'était placé là. Et il manque de tomber, Rodrigo, je parle, et il va perdre des places à ce moment-là. Donc Masia finit par s'imposer devant Darren Binder et Tony Arbolino. Antonelli finit 4, Ayumi Sasaki 5 et Rodrigo donc 6. Dalla Porta qui a mené un tour ou deux, je crois, finit 7, Foggia 8 et Ramirez 9. Ah, c'était une course typique Moto 3. Oui. Un gros paquet de vent. C'était vraiment chouette de voir Rodrigo quand même prendre la tête à certains moments. Je crois que c'était plutôt en première moitié de course où il va passer quelques tours en tête et forcément un Argentin en Argentine. On en parlera un petit peu plus tard avec le public argentin qui est vraiment... moi, j'étais étonné par... tous les ans, on les voit, hein, mais je trouvais que c'était étonnant de voir toute la clameur qu'il y avait pour le public. Puis Masia, il a une bonne tête, le petit jeune, là. Ouais, j'aime pas trop la déco de sa moto, mais bon, ça, c'est pas sa faute. Je sais pas, je trouvais que c'était trop noir et un petit touche d'or. Mais bref, on s'en fout. Non, mais belle course parce qu'il aurait pu perdre le fil après son départ qui aurait pu mal se terminer. Ouais. Il s'est accroché au peloton de tête et puis il fait bien sa course, quoi, il a suivi dans le paquet tout du long, enfin dans le paquet, dans les 5-6 de dans devant. La tête, ouais. Et par contre, il décide de remonter que sur la fin de course alors qu'il avait économisé ses pneus. Je trouvais ça assez intelligent. Tu penses que je me trompe ? Non, il a fait une bonne course. Après, Fenati, il finit 16, même pas dans les points. Ouais. Je cherchais Canet. 12. Ah, c'est pas foufou, hein. Va falloir. Non, sur Doc Paddock, j'avais mis, je crois. Non, mais voilà, Canet, j'avais dû placer. J'avais Canet et Fenati, moi, donc. Rodrigo et Fenati, ouais, j'avais mis quelque chose comme ça, donc un 0, une belle bulle, bref. Une belle bulle. On passe au Moto 2 ? On passe au Moto 2. Ouais, donc Vieré, le malchanceux du tour de formation, puisqu'il va avoir une panne. Il pourra pas aller s'aligner sur la grille pour le départ, donc c'est cruel puisqu'il avait été quand même assez à son avantage tout le week-end. Et il va pas marquer de points pour cette course. Schroeter part bien et il va emmener avec lui Marquez et Lutti. Donc Manzi va chuter et Gardner va prendre les commandes pendant quelques tours également. Loves et Lutti vont chuter en début de course. Ils étaient dans le top 10 à ce moment-là. Gardner va mener donc le groupe de 4
composé également de Marquez, Schroeter et Baldassari. Il y aura quelques changements de leader, mais c'est l'Australien qui va quand même dicter le tempo jusqu'à mi-course environ. Et on a Binder qui va rejoindre le quatuor sur la fin. Martin va chuter à 4 tours de l'arrivée, ainsi que Roberts. Martin, je crois qu'il était dans les points. Il était en mesure de marquer des points, c'était quand même important pour marquer un début de saison. Et Baldassari va prendre la tête après un freinage musclé avec Gardner et il va vite s'échapper pour assurer donc la victoire. Donc dans les derniers tours, c'est très très viril entre Binder et Schroeter. Gardner va terminer 2e, Alex Marquez va compléter le podium, Lecuona 4e, Binder 5e, Schroeter 6e à l'arrivée. Mais comme tu le disais... oui, Brad Binder... il s'est chopé une pénalité sur la fin de course, comme tu as dit, c'était viril et c'était pas que entre eux. Mais sur le dernier dépassement qu'il fait sur Schroeter, c'était un peu trop viril sur la direction de course. Du coup, la 5e place est rendue à Marcel Schroeter et Binder a une 6e place officielle. Ouais. Et donc Marini 7, Navarro 8 et Bastianini 9. Donc c'est le premier podium pour la jeune carrière, oui et non, parce qu'il a déjà 66 courses de Gardner. Mais il était vachement content, le garçon. Moi j'ai trouvé que c'était entre Mazia et lui, j'ai trouvé que c'était plaisant de voir les jeunes devant et faire des très belles courses. Mais Gardner, alors je sais pas si on en parlera après, il fait un début de saison, il en veut, enfin il montre étonnant. Ouais. Du coup, sur la course, faut dire quand même que effectivement, alors il y a eu une déclaration de fin de course de Gardner, je trouve intéressante. C'était viril, il y a eu des dépassements assez les block pass, quoi, on va dire. Donc notamment un qui a été pénalisé, mais c'était propre, c'était pas des attaques suicides non plus. Et ce qu'il disait Gardner, c'était notamment voilà, quand ça se passe comme ça, moi j'en ai foutu, je me suis attaqué à lui et il me l'a rendu 2 tours après. Enfin voilà, c'était tout le monde, et sauf Marcel Schroeter, lui, qui s'est fait bolosser, je crois, par Baldassari assez sévèrement et par Binder assez sévèrement, le pauvre. Ouais. Bon, après, il a de l'expérience. Il a récupéré la 5e, donc ça va. Ouais, ça va. Ouais, Baldassari, quand même, les 2 premières courses, bien, quoi. Moi, c'est quelqu'un, que j'avais pas du tout dans mon viseur. J'ai toujours vu présent, mais toujours absent. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Non, mais ventre mou, quoi. Voilà, paysage, ventre mou, il complète la grille, t'appelles ça comme tu veux. Bah écoute, tant mieux pour lui. Hein, moi, après, au moins il déjoue les prédictions qu'on a pu faire sur des, je sais pas, des Brad Binder, des Thomas Luthi ou autres pour la catégorie, quoi. C'est, pour l'instant, en tout cas, ça met du suspense, ouais. On passe à la course MotoGP ? Ouais. Alors, on a un bon départ de Marquez et Dovi qui sont sur la première ligne. Par contre, Viñales, lui, va se rater bien comme il faut. Il va pointer 7e au premier virage. Marquez se détache tout de suite du groupe et on ne le reverra plus. Il se permettra notamment de finir la course et les 2 derniers virages au point mort. La course se joue derrière pour le podium. Donc on a Dovi qui va assurer la seconde place quasiment sur une majeure partie de la course. Et Rossi va aussi mener quelques tours. Bon, au final, c'est Rossi en vieux goupil, comme dirait un certain Stéphane, va se faire Dovi je pense qu'il a bien analysé la manière dont Dovi roulait et va se faire Dovi dans le dernier tour. Dovi qui ne pourra pas reprendre Rossi à ce moment-là. Donc Miller va se battre aussi un temps pour la 3e place, mais ensuite va devoir lutter que pour le top 5. Avec notamment des pilotes comme Petrucci, Rins, Viñales et Morbidelli, donc on va dire qui anime cette 4e et 5e place, cette bataille. Alors, Cal Crutchlow, pour le coup, qui avait été assez intéressant ce week-end, a fait un faux départ, ou en tout cas a été sanctionné pour un faux départ, et il va devoir passer par un ride-through pour prendre une pénalité, ce qui va clairement tuer sa course, parce qu'il avait le rythme pour rouler comme ceux de devant. Sauf Marquez, bien sûr. On a les 2 Avintia qui vont finir au sol. Voilà, Rabat et Abraham sont remerciés. Mir va abandonner. On ne sait pas trop s'il avait un problème de pneus. Et dans le dernier tour, donc ça c'est le petit fait, le fun fact. Dans le dernier tour, Morbidelli tente de passer Viñales. Non, mais c'est pour bien achever Viñales. Morbidelli tente de passer Viñales et malheureusement va percuter son pneu arrière, un peu comme on a vu Rodrigo le faire sur Darren Binder en Moto3. Sauf que Morbidelli lui va chuter et Viñales également.
Donc abandon pour les deux pilotes. La petite photo sympa, c'est que Viñales ne s'est pas énervé après la chute et n'en veut pas particulièrement à Franco. Franco qui avait l'air blessé, hein. Je sais pas si tu as des nouvelles. Ouais, non, j'ai pas vu de nouvelles, mais Ouais. il est resté un petit peu longtemps sur Un la petit peu piste. ça. Ouais. Donc les résultats, Marquez en tête avec presque 10 secondes d'avance sur Valentino Rossi et suivi par Dovizioso. Jack Miller 4e, Rins 5 et Petrucci 6. Nakagami 7, Quartararo, Cocorico 8, Alexia Espargaro 9 et Paul Espargaro 10. Donc on a noté Lorenzo qui finit 12e et côté Frenchie, Zarco finit 15e. On va passer aux discussions post-course. Bon, on va en parler un petit peu plus de la course MotoGP dans quelques instants. En Moto 3, ouais, déception de Fenati, 16, Canet, 12. Ouais, c'est pas fou. Ouais, c'est pas fou, ouais. Canet, à un moment, quand même, en début de course, il était quand même pas trop mal placé devant. Mais bon, au bout d'un moment, ouais, après, ça s'écroule. Ça suit pas, je sais pas trop pourquoi. Bon. Je crois que Fenati, il me semble, pour le prochain Grand Prix, qu'il avait gagné à Austin. Et il me semble en Moto 3. À voir pour la prochaine course s'il fait quelque chose, quoi. Donc c'est étonnant parce qu'il avait fait une bonne course au Qatar avant de devoir faire le long lap pour rien. Bon, après, il y a des circuits, des fois, on comprend pas, ça marche pas, quoi. Comme Yannone sur cette course aussi également. Ouais. Ah, tu voulais parler d'un japonais? Ouais, j'ai noté Kaito Toba assure. Donc c'était pas le meilleur japonais en course puisqu'on a dit que c'était Sasaki, mais il finit top 10 je crois. Et c'est intéressant parce qu'on va voir il est devant au championnat du monde. Donc un vieux briscard, voilà, tu sais que tu t'es pas bon sur cette course, tu sais que tu fais ton max pour finir dans des points et assurer. Et je trouve ça intéressant parce qu'il était pas dans le groupe qui se battait pour la victoire. Hein, clairement, ouais, il était un peu loin, ouais. Il était un peu loin, mais voilà, il fait... ouais, il fait 10, ouais. Bon, il fait 10, ouais. C'est ça, à plus d'une seconde de la tête. Mais voilà, il fait sa course et ça lui permet de suivre. Je pense qu'il va faire une saison intéressante après ce qu'il a fait au Qatar. À suivre. Ouais, sur le Moto 2, on en a parlé rapidement, mais effectivement, Baldassari, je crois qu'on était assez peu à en avoir parlé dans ce début de saison. Moi, je l'attendais pas gagner 2 courses, quoi. Moi non plus. Après, Ponce, c'est quand même une écurie qui a toujours eu un bon package technique et qui maîtrise. Enfin, voilà, je pense qu'ils ont une bonne équipe qui maîtrise les Moto 2 d'une manière générale. Mais bon, ils ont bien pris la mesure sur le moteur Triumph. Donc, ouais, Baldassari, comme tu l'as dit, c'est un vieux briscard qui a déjà quand même quelques années de course derrière lui. Et ouais, après, va falloir confirmer en Europe. Mais ouais, tu commences par 2 victoires, c'est pas mal, quoi. Ouais, c'est bien. Et puis, j'ai trouvé qu'il avait fait une course intéressante dans le sens où il laisse la tête de course se dérouler, il est dans leur roue. Et il me semble que il se les fait tous un par un, et à 4 tours de la fin, il est devant et il pousse pour finir la course devant. C'était une course tactique. Ouais, très tactique de sa part. Il a géré ses pneus. Il a laissé les autres se fatiguer également, à s'épuiser peut-être un peu plus, et puis voilà, après il a haussé le rythme pour reprendre la tête. Ouais, c'était assez. Après il part 8ème sur la grille, tu vois, 8ème. Après, il fait. C'est une belle remontée, quoi. C'est quand même intéressant. Ouais, t'avais noté un autre point sur le Moto 2. Oui, donc on a vu malheureusement le viré très malheureux au warm-up sur la panne. On sait pas trop si c'est le moteur ou l'électronique qui est en cause, mais on a noté aussi que Nicolo Boulega en pleine course également, s'est arrêté en pleine trajectoire et avait l'air d'avoir le moteur coupé. Donc c'est pareil, voilà. Alors moi je fais le rapport entre les deux événements, mais peut-être qu'il y en a aucun. Mais voilà, faut pas oublier que Triumph c'est un nouveau motoriste dans la catégorie, que l'électronique qui va avec est aussi différente. Voilà, savoir si la fiabilité elle est peut-être pas encore au rendez-vous. Je sais pas si c'est un rapport, mais je me suis posé cette question. Je fais quand même, ça fait beaucoup d'heures en une course. Bon. Bah ouais, enfin surtout ouais, c'est pas de cul, quoi. Virer, c'est pas de bol.
Bah, Chat noir. ouais, c'est rien de le dire, quoi. Mais Ouais. bon, après, si c'est effectivement. Parce qu'après, c'est un petit peu ce que j'ai dit sur Baldassari. Il court chez Estrella Galicia, qui est aussi une équipe très compétitive. Enfin, chez Marc VDS. Je dis Estrella Galicia, mais c'est Marc VDS. Qui est une écurie très compétitive, qui connaît bien le matériel d'une manière générale. Donc, ouais, je suis un petit peu comme toi, je pencherais plus sur un petit problème moteur électronique, quoi. Ouais. Après, c'est dommage parce que c'est quand même un pilote qui va jouer les avant-postes, donc c'est un GP, c'est une bulle sur le deuxième Grand Prix qui risque de mettre longtemps à reprendre. Mais bon, après, c'est un bon pilote, donc je pense qu'il va se rattraper, quoi. Oui, et J'espère puis pour lui. ouais, et puis il est solide mentalement. C'est sûr que c'est une occasion de Ouais. rater, mais Ouais. c'est pas ça qui va le perturber. Non, Mais j'espère. après, c'est pareil, tu vois, Nicolas Boulega, c'est un rookie dans la catégorie. Il est dans un bon team, Skyver 46. Ouais. Il fait une Q2 intéressante vu qu'il est 9ème sur la grille de départ. Pour lui, par contre, ça va être peut-être plus dur Ouais. parce qu'il doit faire ses preuves. Hein. On sait qu'en Moto 3, c'était compliqué ces dernières années. Donc voilà. Ouais. Je pense que on verra ça sur les prochaines courses. Hein. Le championnat est encore long. Il va falloir fiabiliser tout ça. Ouais. Alors, sur le MotoGP, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Par quoi tu veux commencer, Pierre? Bon, on commence par la domination de Marquez. Hein. Ah ouais. Ah putain. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah... il met 10 secondes à tout le monde. Enfin, il met 10 secondes au deuxième. Et il met 35 secondes à et Yannone, non? Ah, Yannone, ouais, je crois. Ou 38 secondes, je sais plus. Je sais plus. Il met 38 secondes à Yannone au 17ème. Voilà. Ouais, c'est... Ouais, voilà. Bon, il y a pas... Comme on dit dans le foot, il n'y a pas eu match, quoi. Il n'y a pas eu match. Dès le premier virage, donc il avait creusé un petit écart. Ouais. Et dès le 5e virage, il avait, il me semble, 3 dixièmes d'avance. 2 tours, 4 secondes, je crois que tout est dit. Hein. Partant de là... On se retrouve à la buvette, hein. Puis voilà, hein. Et Puig, à tous les tours, il disait à Marquez de ralentir sur la pitline, il faisait des grands gestes. C'était... Bon, après, voilà, Marquez, on sait qu'il est toujours très performant en Argentine. C'était compliqué ces dernières années pour diverses raisons. Mais effectivement, l'année dernière... s'il commet pas toutes les erreurs qu'il commet, il finit des premiers. En 2017, s'il chute alors qu'il est tout seul en tête, qu'il est pas menacé ni rien, il chute tout seul, donc il perd l'avant. Quelque part, c'est un circuit qui lui plaît. C'est son deuxième Austin, quoi. Voilà. Mais ça reste inquiétant pour les autres marques, les autres pilotes, hein, de se prendre 10 secondes. Quand Honda et Marquez sont en forme, de se prendre 10 secondes. Oui. Et que quand ils sont pas en forme, gagner à 23 millième quand on pense au Qatar, ça annonce une saison difficile. Hein. Pour les autres, pas pour Marquez. Oui, pour les autres, évidemment. Hein, puis surtout, voilà, c'est pas juste il a dominé la course, quoi. Il a dominé toutes les... Enfin, il a pas dominé, mais il a fait ce qu'il a voulu au niveau des FP. Quand... en qualif, pareil, il fait la pole. Il a dominé tout le week-end. Si c'est comme ça toute l'année, oui, ça va devenir un peu lassant, quoi. Mais ça, on peut pas lui faire courir les mains dans le dos. Hein. Non, il a essayé à l'arrivée. C'est vrai. Non, et puis il assure le spectacle, la manière dont il roule. C'est impressionnant. Après, on aime bien le voir aussi à la bagarre. Ouais. C'est toujours plus intéressant. Ouais. Mais bon, après, je pense que les courses en Europe, il y aura peut-être moins d'écart. Bon, là, je pense qu'Austin, c'est réglé, hein, déjà. D'après moi, sauf accident de parcours. Après, il peut toujours y avoir un aléa météo. Voilà. Bon, voilà, tu sais pas trop. Mais non, mais bon, là, de toute façon, ce week-end, il était intouchable. Ça, c'est clairement. On va parler d'un autre pilote Honda, comme tu l'as dit, qui a été sanctionné d'un ride-through, Crutchlow. Et Lorenzo aussi, non? Vu qu'il finit loin. Non, il n'a pas été sanctionné d'un ride-through. Non. Alors, on va parler déjà de Crutchlow. Ouais, pardon, Crutchlow. Donc voilà, je trouve qu'il réussit bien son départ. Et effectivement, je crois que c'est au 3e ou 4e tour où il a un ride-through à faire. Donc il fait son ride-through.
Et forcément, ça lui nique sa course, comme tu l'as dit. Enfin, déjà, nous, on revoit les images du canal vidéo de la Dorna. Et quand même, le ride-through, il est loin d'être évident. Il est quand même très loin d'être évident. Il y avait des ride-through beaucoup plus, visibles. Je trouvais que c'était limite. Et donc forcément à l'arrivée, directement il a été s'expliquer avec la direction de course, etc. Mais bon, il n'y a pas d'appel possible sur ce genre de sanctions. Donc de toute façon, ça lui a pété sa course. Donc voilà. Aujourd'hui lundi, la Dorna MotoGP a sorti les vidéos qui sont à disposition des commissaires de course pour justement sanctionner ou pas les pilotes. Alors oui, la moto bouge. La moto, donc je vais expliquer pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. La moto bouge effectivement juste avant l'extinction des feux. Elle avance très légèrement. La roue avant ne franchit pas pour autant le marquage au sol blanc. Ouais. Mais ça, c'est pas un problème parce qu'en fait, ça pourrait être utilisé par certains qui se mettraient volontairement derrière, enfin on va dire 15-20 cm derrière la ligne et prendre de l'élan. Donc si tu veux, le franchissement de ligne, c'est pas un critère. Mais en tout cas, effectivement, il y a un léger... Alors je sais pas s'il change d'appui sur son pied, enfin moi je fais de la moto, c'est un peu, des fois, c'est pas comme s'il avait parcouru plus de 2 cm, quoi. C'est vraiment... il bouge, oui, on est d'accord, mais bon. Après, du coup, il doit être sanctionné, ok, il a violé le règlement, entre guillemets, et il a... Mais est-ce que un ride-through c'était légitime? Ça me paraît une sanction assez lourde. Hein. Après, le règlement il est strict là-dessus, c'est-à-dire s'il y a un ride-through, enfin s'il y a un départ anticipé, c'est ride-through, direct. C'est aussi pour dissuader les départs, entre guillemets, un petit peu comme tu fais les départs 100 mètres où t'estimes qu'en dessous d'un certain temps de réaction, c'est pas possible. Là, c'est un petit peu l'idée du ride-through, c'est-à-dire on vous met une pénalité tellement grosse par rapport à ce que vous pouvez gagner qu'ils veulent dissuader les pilotes de tenter quoi que ce soit sur le départ. Mais là, c'est une application bête et méchante, stricte du règlement, qui est ultra sévère pour Crutchlow. Je trouve que c'est dommage. Après, ce qu'a dit Crutchlow, c'est que si c'est Marquez ou Rossi, il sera pas pénalisé. Ça, j'en sais rien. Par contre, ce qu'on peut se dire, c'est que si jamais la direction de course avait décidé de pas pénaliser et que c'était sorti après, qu'un team s'en rende compte, alors c'est jamais... Cal, il allait faire une bonne course. Non, mais maintenant, tout est possible. Hein. Les constructeurs, ils portent plainte tout le temps. Donc, depuis l'histoire avec l'aileron. Non, pour moi, il n'y avait pas forcément nécessité de sanctionner. Après, le règlement, c'est le même pour tout le monde. Ouais. Et quand je disais ça me paraît sévère, c'est que peut-être qu'il faut envisager 2 types de pénalités pour ces cas-là. Vraiment, une sanction très lourde pour ceux qui cherchent à prendre un avantage significatif ou qui vraiment se ratent totalement et partent beaucoup trop en avance. Et ceux... quelqu'un, toi. et ceux qui... là, c'était plus peut-être vraiment léger et un long lap, on va dire, où tu perds 2 à 3 secondes était suffisant, à mon avis. C'est ça, ouais. Après, moi je suis assez de ton avis, il faudrait trouver un juste milieu où effectivement le départ anticipé est net et le départ anticipé, je dirais pas d'étourderie, mais de changement d'appui, quoi. Ouais. Parce que là, effectivement, Crutchlow, la moto bouge, il est peut-être, comme tu dis, sur un changement d'appui de pied. Et on peut pas dire que ce soit l'élan qui le fasse prendre l'avantage. Après, de toute façon, c'est fait, c'est pas de cul. Mais c'est comme ça. Hein. Mais bon, on peut parler d'un autre départ aussi chez Honda. Puisque Lorenzo, dis donc, il se met à mettre le régulateur de vitesse avant de démarrer. Alors j'ai trouvé que c'était très très bien d'un point de vue prévention routière, mais en Grand Prix c'est un peu compliqué, quoi. Il avait peur, je pense, que la moto se cabre un peu trop, et du coup il a mis son pit lane limiteur, ouais. Après, ça a engendré autre chose qu'on a appris aujourd'hui, que apparemment ça avait gêné Zarco du coup pour faire un départ et qu'il avait dû freiner pour éviter de rentrer dans Lorenzo. Oui, parce qu'il on a vu tellement de fois le départ
pour regarder Crutchlow qu'on n'a pas vu ce qui se passait derrière, enfin un petit peu derrière. Et effectivement, quand tu regardes le départ de Lorenzo, ça fout les jetons, quoi, parce que le mec il décolle pas, quoi. Et ouais, derrière, je comprends que Zarco il a eu un peu peur. Ouais, donc ouais, Lorenzo qui se trompe, qui au lieu de mettre son dispositif de sa carto de démarrage, je sais pas comment ça se passe, il met son pit lane limiter, ouais. Bah c'est une erreur de jeunesse, peut-être que effectivement sur sa Ducati le bouton était inversé ou positionné différemment. Une erreur de jeunesse sur sa Honda. Ah, sur sa Honda. Ah oui. Bah oui, d'accord. Bah oui. Une erreur de jeunesse, c'est avec sa moto, c'est une moto qui découvre. Je suis pas un grand pilote, je suis un champion. Hein. C'est ça. Ne l'oublie pas. Il est pas ingénieur, voilà, il y a plus de boutons, c'est compliqué, quoi. Le mec, c'est juste un pilote. Hein. Non, bah voilà, après on se moque, mais il a fait aussi une mauvaise course parce qu'il est toujours blessé. Oui, hein. oui. Bon. Surtout, je pense que oui, c'est ça qui pénalise sa course. Après, c'est sûr, il loupe son départ, donc ça aide pas. Ça aide pas. Mais bon, la course est pas... Enfin, le rythme en course, c'est pas très très bon non plus. Il y en a d'autres qui sont partis de très loin, hein, qui sont partis 16e et qui arrivent 5e. Donc, pour parler de Rins sur Suzuki, qui a fait une très très belle course. Du coup, oui, non, on a vu Rins très performant. Faut signaler quand même que c'est assez rare des remontées aussi fortes en MotoGP. Enfin, moi, ça me partir 16e et arriver 5e. D'habitude, c'est 16e, c'est Karel Abraham et il dépasse pas la 15e place. Donc, non, mais j'étais étonné parce qu'en fait, il remonte bien. Et puis, je me dis, bon, il a plus de pneus, il va finir la course peut-être dans le top 10, mais il n'arrivera pas à maintenir. Alors que si, il maintient, et il est à la lutte pour la 3e place, on va dire. Bon, il finit 5, mais franchement, c'est un pilote agréable à voir. Je trouve qu'il a son style qui est intéressant, à la fois un peu à la Zarco, à la fois agressif quand il faut se montrer agressif, mais la plupart du temps, c'est assez coolé. C'est super propre. Ouais. Et dans tous les cas, c'est très respectueux et c'est pas une tête brûlée, quoi. Franchement, je pense que c'est un pilote qui va faire qui fait des résultats, qui va continuer à en faire des résultats ces prochaines saisons, quoi. On espère de le voir gagner cette année. Une course ou deux, voilà. On va remonter un petit peu sur le classement. On va parler évidemment de Valentino Rossi à la lutte avec les Ducati. Je dis les Ducati parce que bon, il s'est surtout battu avec Dovizioso, mais Miller et Petrucci étaient pas loin derrière. Donc c'est pour ça que j'ai mis vraiment les 3 Ducati dans le même, on va dire. Ouais, pas très très loin les unes des autres. On va voir ce qu'il fait à 40 ans. Déjà le Qatar, j'avais trouvé que c'était chouette parce qu'il part de loin et il réussit à remonter progressivement. Là, il part nettement mieux placé sur la grille, il est en 2e ligne. Il réussit vite à se mettre en roue, on va dire. Et puis il lâche pas, quoi, et tenir tête au Ducati, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça de la part d'une Yamaha en course. Et il a montré qu'il a su qui sait toujours bien préparer ses courses. Il a bien analysé, comme tu l'as dit, le comportement de la Ducati et de Dovi. Ouais. Moi, j'étais sûr qu'il allait tenter un truc dans le dernier tour, parce que forcément, ça se tentait, mais j'avais pas vu venir qu'il réussirait à se mettre à l'abri. Je me suis dit, ça va finir un petit peu comme le Marquez Dovi du Qatar, c'est-à-dire, quand j'ai vu qu'il tentait au virage 7, je me suis dit, c'est peut-être un peu tôt et Dovi va pouvoir le reprendre. Et finalement non, il a réussi à passer et à prendre tout de suite les 3-4 dixièmes qui ont fait que Dovi a pas pu tout de suite le raccrocher. Et du coup, il a fait une très très belle 2e place. Enfin, je dirais pas que c'est inespéré parce moi je l'espère toujours, mais je pensais pas que ça serait possible. Après, l'Argentine, il a toujours été bon. Et la Yamaha s'est toujours bien comportée sur circuit, donc s'il y a un endroit où il y a des résultats à faire, c'est peut-être l'un des premiers circuits qui est favorable dans la saison. Donc faut prendre les points quand il faut, et là c'était vraiment le bon moment, quoi. Ouais, clairement, Rossi il fait une top course. Je pense que Dovi n'avait plus soit
soit la force physique, soit le grip sur ses pneus pour aller le chercher en fin de course. Ouais. Et je pense qu'il a été surpris de le voir revenir. Il savait qu'il était dans sa roue, mais j'ai l'impression il a pas senti venir derrière lui dans le virage numéro 7. Après, effectivement, alors, à la minute de son âge, je m'en fous, parce que c'est exceptionnel ce qu'il fait pour son âge, mais ça, peu importe, même s'il finit 15e, ce sera exceptionnel. Ce qui m'étonne, c'est surtout l'état d'esprit. Je trouvais que la saison dernière, donc même si à Sepang, il fait une belle course avant de tomber, il semblait fatigué, mais aussi psychologiquement usé un petit peu. Usé, déçu par la moto, donc pas au bout du rouleau, faut pas exagérer, mais tu vois ce que je veux dire, un petit peu résigné, quoi. Résigné, voilà. Et cette année, le voir démarrer la saison comme ça, avec son bon résultat au Qatar, sa deuxième place ici, je dis ah ouais, quand même, je l'avais pas vu. D'ailleurs, je me suis fait prendre une petite remarque là-dessus sur Twitter, à juste titre, c'était bien sûr. Je l'avais pas vu dans cet état de forme, capable de retrouver la motivation après toutes ces années de Grand Prix, j'imagine, pour être aux avant-postes dès le début de saison. Donc, étonné, mais en positif. Hein. Moi, j'aime bien voir Rossi devant également. Je préfère le voir derrière les Ducati, mais bon. Ça, c'est voilà, ton côté italien qui te fait dire ça. Non, mais ça fait plaisir de le voir là. Il est tout à fait à sa place belle deuxième place. Si j'enchaîne sur Dovi, moi je suis déçu du coup de la course de Dovi parce que on savait que ce serait une course difficile. On sait que ça va être difficile également à Austin. Et il faut garder les gros points là. Pour moi, il a perdu 4 points de Dovi sur cette course. Voilà, c'est dommage, c'est comme ça. C'est pas énorme, mais au bout du compte, ça peut jouer. Tous les points vont... Ouais, tous les points vont compter. Donc voilà. Et si je peux en placer 2 sur les 2 autres Ducati, ce que fait Miller, c'est bien. On voit vraiment que ce qu'il veut, enfin, selon mon interprétation de la chose, hein, c'est récupérer une Ducati officielle dans le team officiel l'année prochaine. Je pense que son objectif dans sa tête cette saison, c'est de terminer premier indépendant et surtout devant Petrucci au classement général. Donc là, il termine devant lui. Petrucci fait une belle course, mais encore une fois, comme au Qatar, il a fait une belle course. Il est pas dans la lutte réellement pour finir 3e, ou sur le podium, je veux dire. Il est dans la lutte pour finir 5e, dans le top 5. Donc il y a encore du travail à faire de sa part. Voilà, et pour enchaîner sur une autre marque, les Yamaha, donc on a vu Rossi. On avait Viñales, qui à part son départ, était à la lutte aussi pour ce top 5, avec une autre Yamaha Morbidelli. Bon. Ouais, Viñales, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué, ça dépend par rapport à... Tu sais, au référentiel. C'est quoi ton référentiel pour Viñales? C'est des podiums ou c'est des top 10? Non, mais Viñales, enfin... clairement, Viñales, il doit être avec Rossi et Dovi, quoi. Enfin... Ouais, donc c'est vraiment des podiums. Bah ouais. Moi, je le vois pas sur les podiums. Pour moi, à part sa période Suzuki, où il gagne deux courses, je crois, de mémoire, c'était il y a longtemps. Et après, il fait un bon début de saison chez Yam, une bonne première partie de saison. La première année où il arrive chez Yam, donc c'est en 2017. À part ça... Moi, les attentes sur un mec comme Viñales, elles sont là, quoi. Le gars, il est officiel chez Yamaha. Il est pas là pour être 7e ou 6e, quoi. Enfin, sauf cas de course particulier, quoi. Mais surtout quand on voit au Qatar, il se plaint, quand je veux doubler, j'y arrive pas parce que ceci, ça gêne pas aussi. L'année dernière, a priori, il y a eu un problème quand même de conception de moto. On verra si cette année, durant l'été, ça se confirme ou pas. Mais dans les deux cas, en course, il est nettement derrière Rossi. Et Rossi a peut-être l'expérience, mais Viñales, il doit être devant, quoi. Il doit pas être devant Rossi, mais il doit être à minima avec lui, quoi. Et là, je trouve que, ok, il est dans le même paquet, mais il est quand même derrière Miller et Petrucci aussi, quoi. Donc, et surtout, il n'est pas à la bagarre avec eux. Ouais, il est plus dans l'attente. Ouais, il a la bagarre avec Morbidelli, quoi. Il est 7e et il en est content, quoi.
Donc, c'est pas qu'il en est content, mais il a pas la capacité d'aller chercher les mecs qui sont devant. Moi, c'est plus ça qui m'embête, c'est que après qu'il soit 7ème et qui tente des trucs, mais que ça passe pas, etc., mais il est pas en capacité de tenter des choses. Après, ce sur quoi il doit s'appuyer, c'est quand même ses qualifs qui sont plutôt bonnes, et il montre que sur un tour, il est rapide, mais il a énormément de travail à faire sur les courses, quoi. Ouais. Et le problème, c'est que c'est pas sa première année. Tu pourrais le comprendre, tu vois, d'un Lorenzo ou quelqu'un qui découvre une moto. Tu te dis, bon bah voilà, ouais, ça va venir. Mais là, c'est quand même déjà sa 3e année chez Yamaha. Bon, l'année dernière était un petit peu particulière, je veux bien. Mais là, il va falloir vite capitaliser, quoi. Parce que là, je suis d'accord. Là, Yamaha perd son temps avec un mec comme lui. Enfin, moi, je le vois comme ça. Je comprends ce que tu veux dire. Maintenant, moi, je te dis que, vu l'état de forme de Viñales, c'est pas un pilote de podium, c'est un pilote de top 10. Donc, il a sa place. Je dis pas qu'il va pas redevenir un pilote qui gagne, hein. Ça se trouve, ça peut arriver dès la prochaine course. Mais je trouve qu'effectivement, il a pas le petit truc, le petit déclic qui fait que il est capable d'aller chercher une victoire aujourd'hui. Selon moi, il est pas à la bagarre, Ouais. il rate ses départs. Alors c'est pas forcément significatif, mais mis bout à bout, ça veut dire des choses. Il se plaint, alors que Rossi, on l'entend peut-être moins en ce moment là-dessus. Et puis lui, tu sens que bah ouais, quand on dit c'est l'homme du dimanche, Rossi, c'est parce qu'on sent au dehors des résultats qu'il va aller chercher ces résultats. Ah oui. Et c'est ça qu'on sent pas chez Viñales, quoi. C'est que il baisse les bras encore une fois peut-être un peu vite, ou alors il se contente de sa 5e, 6e, 7e place en course. Alors qu'il peut éventuellement hausser le niveau, quitte à tomber, essayer d'hausser le niveau pour aller chercher la place qui est devant lui. Ouais. Après, je suis peut-être un peu sévère, mais tu vois, j'ai l'impression que Viñales, il gagne des courses comme Lorenzo les gagnait, c'est-à-dire il fait pole, il se barre, enfin comme Marquez l'a fait aujourd'hui, peut-être avec moins d'écart, mais voilà, il fait pole, il se barre devant et personne ne le revoit, parce que le gars, il peut faire son rythme et tout seul. Mais c'est pas comme ça que ça se passe, quoi. Non. Ouais. Peut-être ça a été il y a d'autres années, il y a 10 ans en MotoGP, quand il y avait les écarts beaucoup plus forts. Mais là aujourd'hui, c'est compliqué, quoi, de sortir du tas, sauf exception. C'est compliqué. Même Lorenzo, quand il a gagné chez Ducati, il a dû se contenter aussi de victoires à la limite à l'arraché devant son coéquipier, etc. Où c'est une course où il y a du combat toute la course. Ouais. Et là j'ai l'impression que c'est ça qui manque. C'est dommage, hein, parce qu'il y a un énorme potentiel, il est encore jeune, mais il faut qu'il soit plus régulièrement dans le top 5, quoi. Et là, putain, c'est pas le cas, quoi. Et, je pense qu'il a choisi un mauvais numéro, il va nous rechanger ça. Tu crois? Ah bah oui, là, il va falloir qu'il se pose cette question. Hein. Ouais, bah ouais. Ah, c'est possible, ouais. De qui tu voulais nous parler encore? Ah. Bon, vous voulez signaler juste un petit fact qu'on a 6 constructeurs qui terminent dans le top 10. Donc je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais... Ah, ça, c'est merci Morbidelli. Hein. Mais, merci Morbidelli, oui, qui fait que 2 EM sortent du top 10, mais bah oui. Effectivement. Mais bon, ça reste intéressant à souligner, quoi. On voit qu'Aleix Espargaro et Paul Espargaro arrivent à rouler avec leurs motos qui sont compliquées pour d'autres pilotes. Donc Iannone, lui, se paye le luxe du coup de finir dernier. Et Ciarine, donc sur la KTM Tech 3, va terminer dans la roue de Zarco. Donc c'est 15 pour Zarco, 16 pour Ciarine. Ouais. Alors qu'Oliveira, donc rookie dans la catégorie, finit 11 et Paul Espargaro finit 10. Donc on voit que Zarco est... alors du coup, il est que 3e sur 4 pilotes KTM, mais s'il est 4e sur 3, c'est pareil, quoi. Vraiment, avec Ciarine, à la fin, c'était kiff-kiff. Ciarine qui s'est pris un coup de pression par Pontcharral au début du week-end, je sais pas si t'as vu. Mais visiblement, c'est ce qu'il avait besoin, hein, parce que après, il fait un week-end intéressant. Alors oui, la moto est pas facile, mais il se semble rouler un peu mieux.
Bon, Zarco, c'est compliqué. On l'a vu qu'il semblait complètement rincé à la fin de la course. Mais vraiment, il avait tout donné, quoi. Et il a dit que il lui restait plus rien, quoi. Il n'arrivait pas à faire tourner la moto, il n'arrivait pas à freiner comme il voulait, il n'arrivait pas à accélérer quand il fallait. Donc, Il n'y a rien je qui va, pense quoi. que il y a rien qui va. Et ce qu'il expliquait également, c'est que dès qu'ils ont l'impression d'avoir trouvé un petit truc qui va en bien, s'ils continuent à creuser cette piste, la moto se dérègle et ça devient n'importe quoi. Donc, ouais, dans ces cas-là, c'est compliqué. Et là, j'ai entendu un truc que j'ai pas du tout aimé. Alors, c'est pas sa faute, hein. Mais il a dit, voilà, on attend des pièces qui devraient arriver en mai. Donc, pour moi, quand il dit ça, c'est qu'il sait déjà qu'avant mai, il laisse tomber, quoi. Il a même pas le... Oh putain. Bon, ok, c'est pas sa faute, sa moto, elle est pas au top pour lui, mais dire déjà que oui, on attend mai, c'est qu'en gros, bah, Austin, on oublie, Rerez, on oublie. Voilà, quoi. On attend le Mans, quoi. Ouais, on attend le bon Mans, courage. un peu de chance. Je suis méchant Donc, quand je dis ça, mais ouais, enfin moi je trouve que c'est moche de voir Zarco souffrir comme ça, quoi. Enfin, souffrir, c'est un mot un peu dur, mais enfin si, il souffre, quoi. Quand tu vois à l'arrivée, le mec il est torchon chiffon, quoi. Ah oui. Enfin, on en reparlera fin 2020, hein, mais j'espère que d'ici là il se passera des choses, mais non, mais je pense Zarco, c'est pas un pilote. Alors, je dis pas que les autres le sont, mais c'est pas. On l'a vu avec la M1. C'est un pilote qui fait des pôles, qui fait des meilleurs tours en course. C'est un pilote qui roule très vite. Je pense que s'il arrive à trouver le déclic sur cette moto, parce qu'il y a ça aussi, hein, il n'y a pas que la moto qui est mauvaise. Hein, Paul Espargaro fait des résultats. Effectivement, je pense que Zarco est plus rapide. C'est pas foufou non plus. Hein. Bah parce qu'après Paul, c'est ce que j'allais dire. Je pense que Zarco est meilleur pilote que Paul. Et effectivement, quand Zarco disait, je pense qu'on peut rouler une seconde plus vite que Paul sur le papier. En termes de talent, c'est faisable. Mais effectivement, faut que la moto soit plus adaptée à Zarco et que Zarco s'adapte plus à la moto que la M1. Parce que la M1, c'est fini, il faut faut mettre ça derrière soi. J'espère que... Toi, tu parles 2020. Moi, j'espère que d'ici... Alors, je laisse couler l'été, la deuxième partie de saison, il va trouver quelque chose. Oui. Même une demi-seconde, ce serait bien, tu vois, qu'il puisse faire des top 10 régulièrement, quoi. Je disais 2020 parce que c'est la fin du contrat, mais oui, enfin s'il veut prendre du plaisir, continuer à prendre du plaisir à rouler, pas tous les week-ends, mais à rouler, à faire 20 courses dans la saison, on va dire. Il faut que ça marche, quoi. Comme tu l'as dit, c'est un mec qui était dans une team satellite, qui a fait des pôles et qui a fait des podiums. Là, il y a un aiguillage qui s'est mal passé, quoi. Oui. Ah bah oui, moi je le vois comme ça. Non. Après, voilà, on va pas revenir sur ce débat d'aiguillage parce que de toute façon, c'est fait. Oui, on pourra pas... oui. Mais ce qu'il faut maintenant, c'est trouver... alors, je pense pas que KTM mette de la mauvaise volonté, mais je trouve que Pete Bearer, quand même, lâche pas ses mots. Je trouve qu'il est un peu dur dans le sens où... j'ai l'impression que rouler sur la KTM, c'est comme redevenir rookie dans la catégorie, quoi, quand on voit ce que fait Sirine et Zarco. Donc, voilà. Je pense pas que dès la deuxième course, enfin, il avait déjà fait la première course d'ailleurs, faut critiquer son pilote, quoi. Je comprends qu'il a fait venir en pilote numéro 1, mais faut pas qu'il croie que la KTM, c'est une moto qui roule aussi vite que les Honda et les Ducati et les Yamaha. Donc voilà, il y a les torts qui sont partagés peut-être des deux côtés, mais il faudrait bien que ça finisse par marcher. Ouais, il va falloir vite arriver à un consentement mutuel, ouais. Ouais, je suis d'accord. Mais bon, on va finir quand même sur une bonne note avec la 8e place de Quartararo parce que il a fait un week-end encore une fois très, très solide, très constant, des bonnes perfs. Une course très régulière. Moi, je le regardais un petit peu dans les fiches de temps et il était un petit peu entre deux groupes, donc il a fait beaucoup de temps seul. C'est pas plus mal parce que comme ça lui apprend à gérer un petit peu gérer sa course tout seul.
Donc moi je suis vraiment très content pour lui qu'il marque assez vite dans la saison des points qui sont importants, qui sont rassurants pour la suite, rassurants pour son équipe. Ouais, enfin, vu son âge et vu tout ce qui a été dit avant qu'il monte en MotoGP, c'était important qu'il marque vite des gros points. Enfin, moi je suis super content pour lui. Puis on a vu ce qui était arrivé pour lui au Qatar, c'est bien, moi je suis content, il fait quelque chose d'intéressant, il prouve qu'il s'est vite adapté à la catégorie, à la moto. Je trouve que c'est quelqu'un, alors c'est toujours pareil, on ne veut pas trop s'enflammer, mais qui peut être compétitif comme Zarco l'a été sur la M1 en tant que pilote privé, même peut-être devant Morbidelli, hein, pourquoi pas. Moi je suis content pour lui. Puis il a toujours l'air sympathique, donc ça ne fait que l'aider. Oui, j'ai eu un peu peur à la fin parce qu'en fait, oui. Donc je le vois franchir la ligne d'arrivée. Ok, c'est une chose. Et puis je vois quand il monte le classement final avec les temps d'écart, on voit qu'il est derrière Zarco, qui a pas marqué de temps en fait. Et comme s'il était tombé dans le dernier tour ou je ne sais quoi. En fait, on a su plus tard que son transpondeur avait lâché dans le dernier tour. Et du coup, c'est pour ça qu'il apparaissait pas sur la feuille de temps de fin immédiatement après la fin de course. Mais en fait, il a bien fini 8ème. Dans la colonne de gauche. Ouais. Donc voilà, c'était la petite frayeur. Si, puis on a vu un petit truc marrant qui concerne Cal. Est-ce que tu l'as vu quand il est arrivé à la fin de course? Ouais. Il y a un autre truc marrant aussi dont je veux parler. Ah d'accord. Non mais vas-y. Donc Cal, on l'a vu, donc il s'arrête, il rend la moto à son box, et puis on voit qu'il est hyper énervé, en tout cas qu'il est colère. Et puis là, je comprends pas trop, comme plein de gens sur Internet comprenaient pas trop. On le voit, il va dans le box de Maverick Viñales, et limite c'était un peu on pensait qu'il avait un grief contre Maverick, mais bon, ils se sont pas croisés en course normalement, donc on voyait pas où était le problème. En fait, on apprendra un peu plus tard que le box de Maverick, c'était le dernier box avant dans la fin de la pit lane avant le parc fermé, donc c'était le dernier endroit où il pouvait passer de l'autre côté pour aller protester auprès des commissaires de piste. Mais effectivement, pendant un temps, on s'était demandé est-ce que Viñales allait pas se prendre une baigne parce que il semblait bien énervé Cal. Et puis c'est un peu, tu sais, il a la gueule de l'anglais un peu. Un peu bourré dans les bars, un peu rude, un peu costaud, quoi. C'est un coup à choper une canette, à la péter sur un coin de table et puis. Exactement. Non, l'autre chose qui m'a fait marrer, ça c'est une vidéo qu'on a vu traîner un petit peu cet après-midi. C'est en fait Rossi, ça rejoint un petit peu ce que je disais sur le public argentin. Donc Rossi, c'est le premier à avoir gagné à Terma il y a 4 ans maintenant, je crois, si je me trompe pas. Et il s'était mis tout de suite le public dans la poche en montant sur le podium avec un maillot de Maradona. Et il s'est arrêté devant sa tribune. Parce qu'il y a une tribune Rossi évidemment pour aller saluer le public, et le commissaire de piste, enfin le marshal qui était à côté. Ah oui. Et voilà, il s'est assis sur la moto de Valentino avec la petite vidéo, le selfie et tout. Et le docteur qui lui dit tu fais gaffe parce que c'est fragile ces petites choses là. Bien que lui avant de se parquer, il ait mis 2-3 petits coups d'axel pour le public. Moi j'ai trouvé que l'image était super sympa. Parce que c'est aussi pour ça qu'on regarde le sport, quoi. C'est, tu vois, le Marshall qui est là pour évacuer les bécanes, faire attention que tout se passe bien, parce que mine de rien, c'est eux qui sont responsables aussi de la sécurité de la piste. Donc s'il y a un pilote qui chute, s'il y a des débris, ils sont là pour ça. Je trouve que c'est vraiment bien qu'il puisse aussi profiter de ce week-end. Je pense qu'il va ramener des souvenirs à raconter pour sa petite famille jusqu'à sa retraite, quoi. J'ai trouvé que l'image était sympa, quoi. C'était vraiment une belle image. Par contre, imagine, alors là, j'aime bien penser au pire. Imagine, il casse un truc sur la machine et où il rupte le moteur et il coule une bielle. Il coule une bielle et voilà. Non. Qu'est-ce qui se passe? Yamaha, ils ont un moteur en moins pour le reste de la saison. Bon, après. Bon, c'est pas arrivé. Mais... Non. Tu vois, le mec qui s'est assis sur la moto, il a fait. Ouais. C'était comme on avait vu au Qatar, commissaire de piste. Je sais pas si t'avais vu.
Il était monté sur la moto de, alors je sais plus qui c'était en FP, Ah oui, qui était tombé et la moto était remorquée et il était à l'arrière sur la moto dans la remorque, mais il s'est éclaté. Ah bah oui. C'est top. Ouais, c'est des images cool. On va faire un petit point championnat. Donc en Moto 3, on a Toba qui mène avec 31 points devant Dalla Porta 29 et Mazia 25. En Moto 2, Baldassari 50, Garner 33, Schroeter 26. Et en GP, Marquez 45, Dovi 41 et Rossi 31 points. Au championnat, donc on a Quartararo qui est 12e, premier rookie, 8 points à égalité avec Mir, et Zarco est 19e. Je te laisse parler du Superbike et du Supersport. Ouais, alors on avait le Superbike en Thaïlande, il me semble. Ça commence à remonter, tiens, c'était il y a deux semaines. Donc on avait le Superbike de Thaïlande, donc on a Alvaro Bautista qui a réussi le sextuplé si on compte les 3 courses de Phillip Island. Donc 6 courses, 6 victoires pour lui. Week-end parfait. Et encore une fois, sur les 3 courses, il est suivi de Jonathan Rea et Alex Lowe. Rea fera systématiquement les meilleurs départs pour prendre la tête, mais à chaque fois, Bautista va le reprendre. Et puis finir la course largement en tête, avec plus de 8 secondes en course 1 et plus de 10 secondes en course 2. Donc ça va. Il n'y a pas photo, voilà, il a fait des Marquez. Il veut pas lui faire un tour de plus, là? Ouais, non, je sais pas. Bah, c'est sympa à voir quand tu supportes Ducati, mais je pense que si tu supportes... Bon. Parce que même moi, je me souviens de l'année dernière ou de l'année d'avant, quand Jonathan Rea gagnait des courses, il les gagnait avec de l'avance, mais pas autant. Ouais. Donc pour le spectacle, c'est vrai que c'est pas terrible. J'espère que ça s'équilibrera naturellement, que Kawasaki va trouver... Bon, alors c'est pas des protos, mais elle va trouver un petit réglage qui va bien pour la moto de Rea, mais bon, on verra. En Super Sport, alors ça c'est une course qu'il ne fallait pas rater parce que Cluzel a bien commencé le week-end vu qu'il va signer la pole, première pole de l'histoire du GMT 94 dans cette catégorie. En course, la bagarre est assez acharnée pour la victoire avec les 2 Yamaha du Team Bardal qu'on avait vu aussi à Phillip Island, donc Kromenacher et Caricasulo. Isaac Vignales a longtemps également joué les troubles fêtes, étonnant de le voir à ce niveau-là, comme quoi la Moto 2, même si t'es au fond, c'est que t'es pas nul. Jules Cluzel va l'emporter tout de même et signer la première victoire de sa saison et également la première victoire tout court pour le GMT 94. En vitesse. En vitesse, oui. Dans cette catégorie aussi. Donc les autres Français du week-end, Lucas Mayas va signer une solide 8e place, alors qu'il avait dû partir fond de grille pour un problème lors du warm-up. Jules Danilo a longtemps été dans le top 10, mais il a dû abandonner, on va dire, en milieu de course, parce que il a une perte de puissance 2 du moteur de sa Honda. Je crois que c'est l'antiparasite. C'est un problème, c'est ça, l'antiparasite, il l'a dit après. Donc encore une fois, solide Jules Danilo, qui était l'ancien coéquipier d'Isaac Vignales en Moto 2 l'année dernière, et du coup on voit vraiment que la catégorie est relevée en Moto 2. Corentin Perolari a été impliqué dans un accident au premier virage avec Badovini, mais alors ça a fait le tour des réseaux sociaux cette image, mais il a pu s'en sortir en montant sur la moto genre tremplin. Il fait voler les motos. C'est ça. Et il va finir 11e, le truc moi je me serais cassé la gueule, tu sais c'est le truc je le fais 1000 fois je tombe. Bah lui il le fait qu'une fois, il fait 11e, c'est bien. Ça, ouais, je te jure. Donc classement général, Cluzel est premier ex-aequo avec 45 points avec Krummenacher. Perolari 6e, 14 points, Mayas 9e, 12 points et Danilo 13e, 7 points. Donc on va se retrouver pour l'Europe pour la prochaine course, il me semble. Ouais. C'est ce premier week-end d'avril, puisqu'il court à Aragon. Ouais. Première course européenne pour le Superbike. Super Sport et Super Sport du coup 300 également qui prend. Ouais, ça plein de Français aussi. Il y a une pilote française, j'ai perdu son prénom évidemment. Stefano. En Super Sport 300, il y a en fait ils font partie d'un team où il y a 3 Français, 2 qui sont engagés en Super Sport 300 et un dont on avait parlé l'épisode d'avant-saison. Alors Enzo de la Vega et Stefano sont en Super Sport 300 et ils engagent le vainqueur de la Pirelli Cup l'année dernière en Super Sport tout court. Ah oui, en 600. Mais qui roulera que sur les courses européennes. D'avoir un team 100% français. Ouais. Ils sont pas loin, faudrait qu'on aille les voir.
Ouais, on va essayer, c'est pas toujours évident. Ouais, j'ai vu, ils étaient à Carole, je sais plus quel jour, hein, je crois que c'était au mois de mars, Ouais. début mars, pour faire les essais des réglages et puis les belles photos de combi, etc. etc. Ouais, super cool de les voir. Nous on va se retrouver On comme a fait le d'habitude tour, sur Twitter, sur Facebook aussi. On va évidemment refaire le jeu de la pole pour le prochain Grand Prix, donc à Austin. Et le circuit des Amériques. Et puis on va vous faire à tous un gros bisou. Bisous tout le monde. Bisous tout le monde, et puis aujourd'hui c'est le 1er avril, alors on n'a pas fait de blague, Non. mais on aurait pu. Donc vous avez de la chance de nous avoir parce qu'on est sympa. Bisous tout le monde et ciao à la Ciao. prochaine.